invitation. Et je vais prendre le profane du côté du laïque. Et là, je vais vous déboîter, je vais vous décentrer par rapport à ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Parce que je vais vous présenter en fait une recherche que nous avons faite suite à un travail clinique auprès d'adolescents d'origine étrangère. Et vous communiquer un peu les résultats de cette recherche qui a concerné à peu près 350 jeunes adolescents d'origine étrangère et puis l'équivalent à peu près d'origine, ce qu'on appelle autochtone. C'est autochtone, à peu près 5 générations, on va dire comme ça. En fait, nous sommes partis du constat que ou de l'hypothèse aussi, que les adolescents issus de l'immigration disposent pratiquement des mêmes ressources d'information concernant la sexualité que les enfants qui sont originaires, on va dire ça comme ça, originaires de France, on va les appeler les autochtones. Et donc, les mêmes sources d'information sont évidemment l'école, sont les médias, sont les pairs, et dans certains cas de figure aussi les familles, les parents en l'occurrence. Je dis bien dans certains cas de figure, parce que les études montrent que finalement, très très peu de parents, même dans les pays postmodernes, post-industriels, ont des libertés pour s'engager dans un échange concernant la sexualité avec leurs enfants. Donc ça reste encore tabou, même chez les parents les plus informés et les plus éclairés par rapport à ces questions-là. Donc partons d'un peu du moins de ce postulat de départ, c'est les gamins reçoivent à peu près les mêmes informations, ils ont tous à peu près accès aux mêmes sources d'informations. On s'est posé la question de l'écart qui peut exister par la suite entre les jeunes issus de l'immigration, adolescents, et leurs homologues dits autochtones, concernant donc les questions des relations amoureuses, les questions de la communication autour de la sexualité, les questions du vécu de la sexualité, les questions des valeurs liées à la question de la sexualité, mais aussi les questions liées à la séduction et à la relation avec l'autre de l'autre sexe. Donc nos hypothèses consistent à dire que les enfants issus de l'immigration, les adolescents issus de l'immigration, auraient à peu près les mêmes rapports à la sexualité, aussi bien en tant que concept, en tant que valeur, en tant que relation, en tant que vécu, en tant que représentation également, que les autochtones. Sachant pertinemment que la littérature abonde dans le sens de, comment dire, d'une distanciation culturelle entre les enfants de deuxième génération et les parents de première génération. C'est l'effet d'acculturation. Plus le séjour est long et plus il y a une tendance à se rapprocher donc de la culture et des représentations culturelles du pays d'accueil dans lequel on est. Voilà, donc on est armé de tout cela. Et puis on est parti à un recueil de données concernant ces différentes dimensions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et je vous livre là les résultats. Alors, donc nous constatons à l'analyse des données recueillies que peu de dimensions rapprochent les adolescents de culture. Alors nous avons choisi, pour vous situer, donc deux groupes que nous avons appelés groupe 1, ce sont les adolescents issus de l'immigration, et nous avons essayé un peu d'homogénéiser autant que faire se peut les aires culturelles en ciblant les adolescents issus de cultures influencées par l'islam, plus particulièrement des Nord-Africains et des Turcs. Donc la population, elle est essentiellement nord-africaine et turque, pour réduire autant que faire se peut les biais méthodologiques.
Et donc, nous avons constaté que peu de dimensions rapprochent les adolescents de cultures influencées par l'islam du groupe d'adolescents de cultures influencées par le christianisme, et plus particulièrement la population qu'on a appelée la population autochtone. À l'exception du désir de l'autre, de l'attirance pour l'autre sexe, qui sont dans la nature humaine, dès lors qu'on rentre dans la sphère de l'intime et du passage à l'acte, les obstacles se dressent au groupe 1, c'est-à-dire au groupe des enfants issus de l'immigration, faisant de la sexualité un domaine difficile à franchir. Le simple flirt expose l'adolescent à la peur du père, de la mère. Je vous épargne les chiffres, donc, il s'agit là à chaque fois de résultats statistiquement significatifs. De la mère, donc la peur d'être jugé, la peur de nuire à sa réputation et à celle de sa famille. La sexualité est tellement taboue qu'on n'ose même pas en parler en famille. Il y a un sentiment de gêne éprouvé à l'égard du père, de la mère, la honte, la peur de décevoir le père, la mère, ou d'être un objet de reproche. Eh bien, toutes ces gênes-là empêchent les jeunes d'aborder ce sujet en famille. Quant à l'expérience sexuelle à proprement parler, seul un quart des jeunes issus de cultures influencées par l'islam semblent l'avoir vécu. Pour les autres sujets de ce groupe, tout rapport sexuel avant le mariage est dangereux, répréhensible. Il attaque les valeurs familiales, religieuses, culturelles. Chaque mot est évalué statistiquement, même si les statistiques ne nous parlent pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup à certains, mais chacun des mots est référé à un résultat statistique significatif, avec une p-valeur qui est donc proche, une p-valeur de 0. Nuit à la réputation du jeune et de sa famille, il fait craindre la honte, le jugement des autres. Voire, il constitue des représailles sur la personne même du jeune. Le choix du partenaire serait également soumis à des critères d'inclusion. Il doit non seulement partager les mêmes valeurs culturelles, mais il doit être de la même origine religieuse et culturelle que soi. Il est préférable qu'il n'ait pas eu d'expérience sexuelle avant le mariage. Quant au mariage, il est conçu dans le respect de la tradition et selon la religion. Alors, on a trouvé un côté un peu bizarre dans les résultats statistiques. C'est donc étonnamment un penchant pour le concubinage. Il est à 70% chez la population donc, de ces jeunes, contre 35% seulement chez la population dite autochtone. Tous les jeunes des deux groupes semblent connaître les valeurs morales de leur père, de leur mère, concernant ce qui est admissible ou non en matière de sexualité. Cependant, ces valeurs morales du père et de la mère sont plus explicites pour le groupe 1 parce qu'elles sont des valeurs culturelles, à 76% contre 58%, religieuses, 80% contre 18%. Ces valeurs les aident à se fixer des limites et les rassurent. Donc nous avons là, si vous voulez, des résultats qui contrastent complètement avec nos hypothèses. Globalement, les résultats obtenus à travers le questionnaire montrent qu'aussi bien les représentations que le vécu de la sexualité restent fortement ancrés dans un fonctionnement traditionnel. Malgré une naissance ou une arrivée précoce dans le pays d'accueil, les jeunes adolescents issus de cultures influencées par l'islam se démarquent nettement de ceux issus de l'Europe occidentale, de cultures influencées par le christianisme. Cette différence s'observe non seulement au niveau du vécu, mais également au niveau des représentations de la sexualité. Elle est davantage marquée chez les filles que chez les garçons. En effet, la comparaison filles-garçons au sein du même groupe, c'est-à-dire du groupe des enfants issus de l'immigration,
montre que la référence aux parents, à la culture et la religion est nettement plus forte chez les filles que chez les garçons. Ce sont les adolescentes de culture influencée par l'islam qui semblent fortement touchées par l'interdit de la sexualité hors du mariage. Elles semblent davantage dépositaires des valeurs familiales et religieuses. De leur sexualité semble dépendre leur réputation, celle de leur famille, de leur communauté. Elles semblent avoir davantage intégré les valeurs familiales, culturelles, religieuses et se retrouvent dans l'obligation de les respecter. Pour elles, la sexualité avant le mariage est non envisageable. Il faut attendre le mariage autrement. Elle risque d'être mal jugée, d'être exposée à la honte et à la colère des parents et de la communauté. Par ailleurs, cette comparaison filles-garçons au sein du groupe 1 permet de constater que ce sont les valeurs en pourcentage chez les filles qui ont creusé les écarts au niveau de la comparaison globale groupe 1, groupe 2. En effet, les garçons du groupe 1 ne se différencient pas beaucoup des garçons du groupe 2. Ils semblent avoir bénéficié d'un double apport, celui de leur genre et celui du contexte socio-culturel de leur pays d'accueil. Ainsi, les valeurs familiales, culturelles, religieuses, bien qu'elles suscitent le respect, ne semblent pas constituer des barrières pour l'accès à la sexualité chez les garçons. Leur réputation, ni celle de leur famille, la honte, le jugement des autres, ne semblent pas non plus les empêcher de vivre leurs expériences sexuelles, mais avec des réserves. Les réserves, par exemple, c'est la copine ne doit jamais arriver sur le quartier. Ou la copine, si elle vient, elle doit être la copine de la sœur et non pas la copine donc, du garçon. Donc trouver des subterfuges pour que l'intimité, voilà, que la sexualité ne soit pas exposée au sein de la famille. Alors, quelle hypothèse explicative? D'abord, nos résultats contrastent beaucoup avec la théorie, avec les différents écrits que nous avons pu repêcher et à partir duquel nous avons construit notre partie théorique. Mais quelles hypothèses explicatives à cela? D'où viendrait alors cette forte adhésion aux représentations traditionnelles parentales de la sexualité? Comment pourrait-on expliquer cette résistance à l'acculturation de la part des adolescents alors qu'ils sont confrontés au quotidien à l'interculturalité et aux appels à l'individuation, à l'autonomisation du sujet? Quelle théorie a été intériorisée à cet endroit et quels moyens de transmission étaient à l'œuvre pour l'asseoir? Alors, pour apporter des éléments de réponse à ces interrogations, un retour vers la pratique clinique s'impose. En effet, les données recueillies dans ce travail de recherche confortent largement nos données cliniques résultant des consultations familiales et des thérapies d'adolescents ou de jeunes filles adultes issues de l'immigration. Entre parenthèses, nous avons une consultation qui fonctionne depuis 2000 jusqu'à maintenant, tous les jeudis, avec tout le temps surchargé, qu'on a intitulé FC, qui veut dire écoute jeunes filles, femmes issues de l'immigration. Et dans cette consultation, on a à la fois des filles qu'on appelle deuxième génération et des jeunes femmes de première génération. Le regroupement de ces données cliniques permet de repérer 3 axes explicatifs. Le premier axe explicatif, c'est l'axe transmission inter- et transgénérationnelle. Sur cet axe, les données cliniques montrent de manière éloquente que le comportement sexuel des garçons est vécu comme un signe de maturation, voire de virilité. Respectant les règles de la pudeur, de la discrétion et du respect obligé pour les parents et la famille, ils jouissent d'une grande liberté d'action en matière de sexualité. Alors que les garçons semblent disposer de leur sexualité, les jeunes filles vivent et expriment une souffrance à propos d'une sexualité confisquée par leur environnement et par leur appartenance. Cette souffrance, se polarisant sur la mère, le père et la communauté élargie, révèle l'importance de ces figures à la fois comme creuset identificatoire et comme force de répression. Elle est l'expression d'une emprise au pouvoir contrôle, d'une emprise psychique qui, tout en se construisant à travers les interactions mère-fille, dépasse le simple cadre des liens entre ces dernières pour englober les groupes d'appartenance, les représentations culturelles, le pays d'origine, la religion, etc. Alors, qu'en est-il alors de cette emprise? Plusieurs auteurs ont mis l'accent sur différentes formes d'emprise que la mère exercerait sur sa fille.
qu'il s'agisse d'emprise par injonction de conformité au modèle maternel et ancestral, ou emprise par refus de la séparation, ou encore emprise par serment de fidélité, ou emprise par le silence et le secret, par les fables, par la virginité, ou par le terrorisme de la souffrance, ces différentes formes d'emprise colleraient la fille à sa mère et l'obligeraient à reproduire dans le quotidien le modèle maternel. Les auteurs insistent sur le fait que toute transgression est, pour la fille, synonyme de trahison, et cette idée trop culpabilisante lui est insupportable. Ces différentes formes d'emprise, visibles ou non, explicites ou implicites, parsèment les données recueillies auprès de la population clinique de référence. Cependant, ce qui retient davantage l'attention, c'est l'intensité que prennent certains types d'emprise, aussi bien au niveau du contenu qu'au niveau de la forme. C'est l'emprise par la virginité et celle par le terrorisme de la souffrance qui revient de la façon la plus éloquente dans le contenu des séances. L'emprise par la virginité se décline à partir d'un hypercontrôle sur l'hymen de la jeune fille. Ce dernier dépositaire de l'ensemble de l'honneur familial est objet de précautions particulières depuis la prime enfance de la fille. Il faut l'offrir intègre le jour du mariage, à la fois à la mère et à la famille du mari, quitte à le restaurer en cas de perte. Ce qui ressort, c'est l'existence d'une emprise par le rituel. L'emmurement, par exemple, le tasfih, est un de ces rituels dont la pratique est courante au Maghreb. Il signe à la fois la fermeture symbolique du sexe de la fille, qui devient infranchissable par le sexe masculin, et la confiscation de la sexualité hors mariage. Portant la trace du rituel sur leur corps, certaines femmes la présentent comme le signe du lien qui les aliène à leur mère et les oblige à adhérer à leur vision du monde, à devenir la réplique de la mère sans possibilité d'élaboration des normes maternelles. Quant à l'emprise par la souffrance, celle-ci peut prendre différentes déclinaisons. Le chantage à la vie, l'abandon et l'isolement, l'attaque de l'intégrité physique et morale, la honte et les préjugés. Le deuxième axe, c'est l'axe processus d'acculturation et mécanisme de reconnaissance. Ces données cliniques révèlent également l'importance du processus d'acculturation et des mécanismes de reconnaissance sur le travail de transformation des contenus de la transmission culturelle d'une génération sur l'autre. En effet, face à un environnement familial qui vulnérabilise la jeune fille et qui, de ce fait, appuie la force de l'emprise, l'environnement d'accueil ne semble pas prendre la relève. Il ne semble pas favoriser le processus d'acculturation dans le sens d'une intégration positive. Parmi les facteurs importants qui sont à l'œuvre dans ce processus, nous pensons à la reconnaissance. Or, cette reconnaissance n'est pas donnée ni aux enfants ni à leurs parents. Les disqualifications, donc stigmatisation et autres, ne favorisent pas l'intégration et donc vont plutôt pécher dans le sens d'un repli identitaire qui est fortement investi par les adolescents. Ensuite, le dernier élément, le dernier axe, c'est l'axe adolescence. La non-reconnaissance, la stigmatisation viennent percuter pendant l'adolescence à la fois sur le besoin de justice, de repères identificatoires et sur l'envie de s'opposer. La confirmation de certains patterns culturels jusqu'à la déculturation pourrait s'inscrire dans une logique de différenciation marquée et d'une provocation à l'égard du pays d'accueil. La différence dans le champ de la sexualité entre adolescents de culture influencée par l'islam et adolescents de culture influencée par le christianisme pourrait abonder dans ce sens. Je vais terminer. On va mettre une minute. Alors, l'application clinique. Alors, ces résultats nous renseignent sur les difficultés d'acculturation et sur le chemin qui reste encore à parcourir pour parvenir à une intégration où la reconnaissance de l'altérité et de la différence culturelle devient possible et où l'interculturalité permet aux parents permet aux parents un dégagement de certaines formes d'aliénation groupale et culturelle. Ces résultats nous renseignent également sur le travail psychique et cognitif que doivent accomplir ces jeunes adolescents de culture influencée par l'islam, plus particulièrement les filles, pour pouvoir vivre en même temps les valeurs familiales et les valeurs du pays d'accueil. Dans ce contexte particulièrement complexe, ils peuvent à chaque instant courir le risque d'un effondrement psychique et mental à travers des états de confusion des frontières, dedans dehors, moi les autres, désirs, contraintes,
il risque de mettre à rude épreuve l'estime de soi, les liens familiaux et sociaux, ainsi que le sentiment d'identité. Donc, par rapport à la question de la sexualité, un travail considérable doit être fait auprès des parents, puisqu'ils sont plus particulièrement auprès des mères, puisqu'elles constituent des freins considérables pour empêcher tout travail d'élaboration. Et si le travail d'élaboration peut être engagé, c'est participer à enclencher un vécu de culpabilité particulièrement aigu chez les jeunes filles. Et donc, du coup, entre le profane et le sacré, les parents vont davantage mettre l'accent sur le sacré, qui pour une grande part n'est rien d'autre que du culturel et non pas donc du religieux, et ils vont peser de tout leur poids pour empêcher tout travail d'intégration d'informations concernant la sexualité et concernant plus particulièrement un vécu serein de la sexualité. Juste pour illustrer cela, je fais des groupes de parents dans des collèges dans le cadre d'un dispositif de prise en charge d'adolescents en difficulté scolaire et en difficulté de comportement, et j'ai des réunions avec les parents au sein du collège. Et parmi les thèmes qui ressortent, le thème de la sexualité. Et les parents viennent pratiquement en force pour nous dire que tout ce que nous apprenons à nos enfants est déformé par l'école. L'école, en faisant des cours sur la sexualité, ouvre les yeux à nos enfants et les incite à aller dans le sens de la consommation de l'acte sexuel. Donc, ils semblent être révoltés contre l'éducation sexuelle à l'école. Et là, je me suis dit, que penseraient ces parents lorsque ils verraient les belles planches qui ont été présentées tout à l'heure, où en écoutant mon collègue décliner dans le moindre détail comment on va pouvoir jouir de bout en bout. Eh bien, il serait alors scandalisé. Donc, ça veut dire tout simplement que l'éducation sexuelle doit aussi passer par tout un travail d'éducation des parents. Et c'est l'école des parents qui doit absolument assurer donc tout le travail concernant justement facilitant le processus d'interculturation ou le processus d'acculturation. Et c'est, je pense, qu'en faisant un travail auprès des parents, c'est ce que nous avons fait d'ailleurs dans ce cadre-là, hein, est-ce que vous avez envie que votre fille arrive un jour avec donc un intrus pour vous, c'est-à-dire un bébé dans le ventre? Alors là, elles sont affolées. Alors, voilà, vous voulez protéger votre enfant? Voilà, une façon de protéger votre enfant, c'est de l'aider à se renseigner et de l'aider surtout à entendre ce qui se dit, parce que ce qui se dit ne veut pas dire incitation à un rapport sexuel. Je vous remercie.